Bienvenue dans cette vidéo qui va vous permettre de tout comprendre à un événement moins médiatisé que la COP27 sur le climat, mais tout aussi important, la COP15 sur la biodiversité. Elle s'est tenue du 3 au 19 décembre à Montréal, au Canada, et a abouti à l'accord de Kunming-Montréal, considéré comme certains observateurs comme l'équivalent de l'accord de Paris en termes d'importance pour la protection de la biodiversité, c'est-à-dire un accord clé et historique. Mais pour d'autres, cet accord possède encore d'immenses lacunes qui rendent la protection de la biodiversité aujourd'hui extrêmement compliquée. Et c'est bien sûr tout cela que je vais détailler aujourd'hui pour que vous soyez incollables sur le sujet. Vous saurez même comment le Mexique construit un consensus en offrant de la tequila. Je vous jure que c'est vrai, donc franchement ça vaut le coup de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Petit aparté, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, je vulgarise chaque semaine l'actualité autour de l'environnement et de l'écologie. Donc n'hésite pas à t'abonner si le concept te plaît et à activer la petite cloche bien sûr. Et deuxième aparté pour les spectateurs plus anciens, il y a eu une longue pause de 3 semaines après les vidéos sur la COP27 pour cause de vacances tout simplement, mais le rythme normal d'une vidéo par semaine revient à la normale à partir d'aujourd'hui. Ceci étant dit, on va commencer à décortiquer cette COP15 en établissant le contexte dans lequel elle s'est déroulée. Alors déjà, il faut savoir que normalement, elle aurait dû se dérouler 2 ans plus tôt, et pas à Montréal. Initialement, le sommet devait avoir lieu en 2020 à Kunming, en Chine. Mais bon, le Covid est venu sérieusement troubler le calendrier et la date était à chaque fois repoussée. Mais finalement, le sommet a enfin pu avoir lieu cette année au Canada, avec à noter une présidence qui demeure chinoise. Il faut savoir que dans le passé, en 2010 précisément, pendant la COP10 à Nagoya au Japon, un accord sur la biodiversité avait été voté, l'accord d'Aichi. Il était présenté comme ambitieux, mais n'était basé que sur les actions volontaires des États. Et en 2020, un rapport des Nations Unies concluait par un constat d'échec. Aucun des objectifs de cet accord n'avait été atteint. Il faut donc prendre en compte que l'accord de cette année, de Kunming-Montréal, s'inscrit à la suite de cet échec. Toute la question est de voir s'il va connaître le même sort ou s'il va redresser la barre. L'autre élément de contexte, c'est bien sûr l'érosion de la biodiversité. Une problématique pour certains chercheurs encore plus grave pour la survie de l'espèce humaine que le dérèglement climatique. Puisque la planète Terre ne possède pas de manière innée les conditions pour que nous puissions y vivre, comme une atmosphère avec de l'oxygène ou une régulation de la température, en fait, toutes ces conditions sont permises grâce à des écosystèmes complexes en bonne santé. Et par rapport à ça, un récent rapport de WWF montre justement que le nombre d'individus de mammifères sauvages a chuté de 70% en 50 ans. Les activités humaines sont en train de créer la 6e extinction de masse sur Terre. Une nouvelle toujours aussi joyeuse à se remémorer, mais bon, c'est quand même super important pour saisir à quel point les discussions sur la biodiversité sont essentielles, même si on s'en rend pas forcément compte quand on regarde les médias aujourd'hui. Dernière chose à savoir autour de cette COP, de longues discussions les années précédentes et cette année lors de réunions de travail à Genève et Nairobi avaient déjà établi un cadre de travail précis, avec 23 points cibles identifiés. Si vous voulez mettre sur pause, c'est toujours intéressant de voir à partir de quelle feuille de route ces sommets internationaux travaillent. À noter que le point cible le plus important, et sur lequel s'est essentiellement concentrée la presse, est le numéro 3, la conservation et la gestion effective de 30% des terres et 30% des océans d'ici 2030, un point cible surnommé 30x30 pour des raisons évidentes. Et ça me permet de faire le lien avec la deuxième partie de cette vidéo, c'est parfait. Maintenant qu'on a vu le contexte, on va se pencher sur ce que contient ce traité et sur les discussions qui ont eu lieu pour y parvenir. Et tiens, commençons par ce fameux 30x30. C'est un peu le 1,5 degré de l'accord de Paris, le chiffre que l'on va entendre partout. Pour être exact, il faut ajouter que l'objectif est non seulement de protéger 30% de la surface terrestre d'ici 2030, mais aussi qu'à partir de cette date, qui est dans 8 ans, je le rappelle, il y ait chaque année plus de biodiversité. C'est-à-dire que la tendance actuelle de diminution soit complètement inversée. Autre chose à propos du 30x30, c'est que c'est un objectif extrêmement important par rapport à d'autres thématiques du traité. Prenez le cas du droit des indigènes. Sujet extrêmement important car selon l'IPBES, au moins un quart de la surface terrestre est traditionnellement détenue, gérée, utilisée et occupée par des personnes indigènes. Et sur ce quart de surface terrestre, on trouverait 80% de la biodiversité sur Terre, pour se rendre compte à quel point ces espaces sont riches et importants. Mais une crainte des ONG était que la stratégie de protection de ce traité puisse se faire finalement au détriment des personnes indigènes, comme cela a pu être le cas par le passé.
Sur cette question, la communauté internationale a réussi à s'entendre et à mener à une formulation intelligente du traité. C'est pas moi qui le dis, c'est l'IIFB, le Forum international des indigènes sur la biodiversité, qui a souligné le langage fort en faveur du respect pour les droits des peuples indigènes et des communautés locales. Vraiment, le respect des droits des indigènes est donc une vraie avancée de ce traité. Donc dans l'ensemble, que les pays aient pu s'entendre sur cet objectif de 30 x 30, c'est positif, car il y avait des chances que des pays comme la Chine, le Brésil ou encore la Turquie bloquent l'objectif qui ne leur convenait pas. Blocage qui n'a finalement pas été fait, mais il y a quand même quelques ombres au tableau. Tout d'abord, en ce qui concerne les océans, seulement 40% de leur surface est encadrée dans des traités internationaux. Théoriquement, pour protéger 30% des océans, il faut créer de nouvelles institutions ou traités qui gèrent le tout, un sujet donc à suivre. Il y a aussi l'utilisation dans le traité final pour ces espaces à protéger du mot Sustainable Use, ou usage soutenable en français. C'est-à-dire que ce sont des espaces où il pourra y avoir des activités dites soutenables. C'est un mot flou, sujet à beaucoup d'interprétations, qui peut en réalité être contre-productif puisqu'il donne l'impression que ce sont des espaces protégés, alors que non. Par exemple, du côté français, Emmanuel Macron a clamé haut et fort que la France protégeait déjà plus de 30% de ses eaux territoriales. Ce qui est en théorie vrai, Plus de 30% des eaux territoriales françaises sont des aires marines sous protection forte. Mais l'association Bloom a révélé en octobre dernier un véritable tour de passe-passe. La plupart de ces eaux sous protection forte sont des zones dites protégées. Un statut en France qui ne protège absolument pas d'activités bioclimaticides comme la pêche industrielle. Ce n'est pas parce qu'on nomme un chien un chat que c'est un chat. Et juridiquement, on peut aujourd'hui dire d'une zone qu'elle est protégée sans qu'elle ne le soit vraiment. Au passage, Emmanuel Macron a joué le rôle du grand méchant lors de cette COP sur la biodiversité. De nombreux observateurs, ONG et politiques lui ont reproché d'avoir fait 2 allers-retours au Qatar en une semaine pour les demi-finales et finales de la Coupe du Monde, ce qui a coûté 501 000 € aux contribuables et 480 tonnes d'équivalent CO2 au climat. Tout en refusant de se rendre à la COP 15 sur la biodiversité, où se joue littéralement le futur de l'humanité. Et sans parler du fait que la France a fait reculer les discussions sur le 30 x 30. Sur un autre point de discussion de cette COP, la création d'un fonds global pour la biodiversité. Macron s'y serait opposé fermement, envoyant même une lettre à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, disant que la création d'un nouveau fonds serait une ligne rouge à ne pas franchir. Et ça me fait une superbe transition vers le deuxième grand sujet de cette COP 15, la question du financement de la lutte contre l'érosion de la biodiversité. Éternelle question, qui paye? Ça a été un grand sujet de tension. À tel point que la présidence chinoise a failli entériner un accord sur lequel la République démocratique du Congo refusait d'adhérer, ce qui aurait été en quelque sorte illégal. Tout est parti d'une coalition de pays, dont le Brésil, l'Inde, l'Indonésie et de nombreux pays africains, qui sont arrivés à la table des négociations avec une idée en tête, la création d'un nouveau mécanisme de redistribution qui viendrait renforcer le Fonds mondial pour l'environnement, le FEM, qui montre des limites. Le Congo voulait donc lui un versement des pays du Nord aux pays du Sud d'un montant de 100 milliards par an, sur le modèle du Fonds pour le climat adopté lors de la COP27. De son côté, le cadre de travail de la COP a réfléchi à un montant de 200 milliards de dollars par an venant de toutes les sources possibles, États du Nord comme du Sud et acteurs privés. À savoir que les financements estimés manquants pour protéger l'érosion de la biodiversité s'élèvent à 700 milliards de dollars par an. Et il faut noter que contrairement à l'accord sur le climat, ici quand on parle de biodiversité, aucune mention de la responsabilité commune mais différenciée des États. C'est une notion extrêmement importante dans le cadre d'une lutte équitable contre le dérèglement climatique, pour laquelle les pays du Sud et les ONG se sont battus pendant des dizaines d'années. Mais de leur côté, les pays développés, en particulier l'Europe, ne veulent absolument pas d'une telle notion et d'un tel fonds. Car ces pays craignent la multiplication de fonds de ce type, du fait de leur dette environnementale, envers les pays moins riches ayant moins participé au saccage de la planète. Cela coûterait extrêmement cher aux pays développés, et donc ils ne veulent pas mettre le doigt dans l'engrenage, d'où la réaction d'Emmanuel Macron. Enfin bref, après de très dures discussions sans pause, un arrangement a été trouvé pour la création d'un fonds au sein du Fonds environnemental mondial. Cette décision est en quelque sorte un compromis.
On ne crée pas un nouveau fonds indépendant, mais en même temps, on finance un peu plus un organisme de redistribution déjà existant. Avant de passer au dernier gros point de discussion, je vais résumer en quelques mots des sujets de discussion et d'avancement de cette COP. Concernant les espèces invasives, le texte final prévoit une réduction du rythme d'introduction de nouvelles espèces de 50% d'ici 2030. Et sur le sujet du séquençage génétique, sujet ultra important sur lequel j'ai pas le temps de m'attarder, un accord historique a été trouvé pour développer un fonds multilatéral aux bénéfices partagés. Allez, j'espère que vous n'avez pas trop l'esprit embrouillé, parce qu'on attaque le dernier gros point de discussion de la COP, la réduction des financements endommageant l'environnement. L'état des lieux aujourd'hui, c'est que les gouvernements dépensent chaque année 1,8 trillion de dollars, 1800 milliards, dans des activités néfastes à la biodiversité. C'est 2% du PIB mondial. L'objectif du traité et des négociateurs est non seulement de baisser ces subventions, mais aussi de les rediriger vers des activités qui bénéficient à l'environnement et à la création d'emplois. Dans le texte final, cette redirection doit se faire de manière juste, effective et équitable. Mais vous vous imaginez bien que pour plein de pays, ça les arrange pas économiquement de plus pouvoir financer certaines activités destructrices. Donc les négociateurs ont commencé à essayer de mettre plein de parenthèses dans le texte pour préserver leur intérêt propre. Des parenthèses qui des fois allaient dans le sens de la protection de l'environnement, mais des fois pas du tout. Mais du coup, ça freinait le consensus. Et c'est là où arrive le Mexique avec sa tequila. Apparemment, ces négociateurs auraient offert une bouteille de tequila pour chaque parenthèse enlevée du texte final pour créer un consensus. Alors personne ne sait si ce sont ces bouteilles qui ont changé les choses, mais bon, l'anecdote est incroyable, donc je veux y croire. Et voilà, c'est sur ce point que se conclut ce résumé de cette COP15 qui a abouti à l'accord historique de Kunming-Montréal. Comme l'accord d'Aichi il y a 12 ans, c'est un accord qui possède de vraies avancées, mais qui ne force en aucune manière les différents partis. Donc il y a des craintes que cela ne change pas fondamentalement les choses. Mais ça, seul l'avenir le dira. Au passage, il y a des sujets sur lesquels je ne me suis pas attardé, comme la question du genre dans l'accord final. Je vous mets des liens en description pour que vous ayez des informations complémentaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si c'était bien clair, etc. Et aussi dites-moi si vous pensez que cet accord va avoir l'impact qu'on espère. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour le retour des revues d'actu environnementales. Salut!